Une belle journée, Kevin Hanks chez Kaléidoscope. La journée avait mal commencé. Petit oiseau jaune avait perdu sa plume préférée. Petit chien blanc avait enroulé sa laisse au pied de son piquet. Petit renard orange ne retrouvait plus sa maman. Et petit écureuil roux avait laissé tomber son gland. Mais ensuite, petit écureuil roux a trouvé le plus gros de tous les glands. Petit renard orange s'est retourné et a vu sa maman qui l'attendait. Petit chien blanc a déroulé sa laisse et s'est mis à gambader parmi les pissenlits. Et petit oiseau jaune a oublié sa plume perdue et il s'est envolé à tire-d'aile plus haut que jamais dans le ciel. Et ce n'est pas tout. Une petite fille a trouvé une magnifique plume jaune, l'a ramassée, l'a glissée dans ses cheveux et elle a couru vers sa maman en criant « Maman, quelle belle journée !» Merci Sophie. Et donc pour clore cette journée, nous avons un duo de choc. Donc, c'est merci à Brigitte Morel, donc directrice des éditions des Grandes Personnes. Vous avez pu admirer tous les livres et également l'exposition qui nous a été gentiment donnée pour fêter les 10 ans de cette aventure éditoriale qui n'en finira pas de continuer, on s'en doute. Et on attend d'ailleurs avec impatience les nouveautés. Et puis Claire D, autrice, illustratrice, photographe, donc avec des livres qui sont parus aux éditions des Grandes Personnes. Et puis aussi une approche, on va dire, art plastique et d'installation. Et donc l'idée, c'est des albums à vivre, à jouer. C'est le thème de cette intervention. Donc, je vais vous laisser la parole. Je voulais juste dire un petit mot sur les Grandes Personnes, qui est quelque chose d'assez personnel. C'est vrai qu'on dit souvent de cette édition, de ces éditions et de vos projets que vous faites des livres inclassables, qu'on ne peut pas ranger sur les bibliothèques. Donc moi, j'ai une histoire, donc je voulais le partager avec vous. Hein. Donc c'est Le Chacheur, je ne sais pas si vous le connaissez, je crois qu'il est épuisé désormais, mais vous le trouverez certainement en bibliothèque. Le Chacheur d'Henri Galeron. Et je l'ai lu et relu pendant 3-4 ans avec mon fils, et à chaque fois en rigolant et en rigolant. Donc je vous invite à le découvrir et à aller dans les bibliothèques pour le trouver. Et donc merci à des éditeurs, des éditrices comme vous, Brigitte Morel, pour avoir le pari de ces ouvrages-là. Même avec le visualiseur, celui-ci, ça ne marche pas. Voilà, merci, et puis à tout de suite. Il sera réimprimé pour la rentrée, c'est une bonne nouvelle. Ah ben c'est vrai, alors je suis ravi, merci. On va aller le racheter. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre accueil et pour avoir aussi bien mis les éditions des Grandes Personnes en avant aujourd'hui. Ça nous fait vraiment très très plaisir. Donc avec Claire, je crois que lors de cette journée, nous représentons un petit peu le pan éditorial de tout ce travail qui est fait autour des livres jeunesse, qui va donc jusqu'au spectacle, on l'a vu tout à l'heure, et ça c'est quand même des choses absolument, absolument merveilleuses. Alors en 2 mots, alors aussi quelque chose qu'on voudrait vous dire avec Claire, qui nous tient énormément à cœur, c'est que vous n'hésitiez pas à nous interrompre pour nous poser des questions. Ça peut être même des questions un peu générales que vous posez sur l'édition. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais voilà, nous on aime aussi, on voudrait aussi être là pour vous aujourd'hui et pour répondre à vos questions en fait sur l'édition. Ça nous paraît vraiment, vraiment très important. Alors moi, bien sûr, le côté plus technique, si je puis dire, éditorial, et puis Claire, le côté plus artistique en fait. Mais vraiment, n'hésitez pas. Hein, ça, voilà, pour nous, c'est vraiment très important. Alors déjà en quelques mots pour vous resituer un petit peu mon aventure éditoriale. Donc moi je travaille dans l'édition jeunesse depuis tout le temps en fait, hein, depuis que j'ai 24 ans, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Donc j'ai travaillé notamment très longuement aux éditions du Seuil Jeunesse, au début du département du Seuil Jeunesse en 1990,
où les éditions du Seuil étaient une des dernières maisons indépendantes généralistes à ne pas avoir de secteur jeunesse. Donc nous sommes arrivés à 2 personnes, Jacques Binstock, éditeur, et moi qui à l'époque, j'ai commencé à travailler dans le livre par la fabrication en fait, ce qui explique aussi peut-être les livres que nous faisons aujourd'hui. Donc en 1990, au début du Seuil Jeunesse, et nous y sommes restés jusqu'en 2004-2005, au moment où les éditions du Seuil ont été rachetées par La Martinière, par Hervé de La Martinière. Voilà, déjà, c'est très important pour moi de vous dire ça, parce que c'est par exemple au Seuil Jeunesse que j'ai publié le premier livre de Claire, hein, qui a été vraiment le début de notre collaboration qui n'a jamais cessé depuis. Et donc moi, pour moi, l'édition, c'est un métier qui est extrêmement long à apprendre. Donc toutes ces années, pour moi, passées au Seuil, où je suis passée doucement de la fabrication à l'éditorial, ont été vraiment des années très importantes pour moi. Et puis ça a été une magnifique aussi aventure humaine. Hein. On a construit un catalogue avec plus de 600 titres au Seuil. Il y avait à l'époque des auteurs qui ne travaillaient que pour nous, qui ne travaillaient pas pour d'autres maisons d'édition. Je peux vous citer, je sais pas, Hervé Tullet, Lépito Gervais, Claudine Desmarteaux, plein de noms qui sont devenus et qui restent des grands noms de l'édition jeunesse. Voilà. Donc entre le Seuil Jeunesse et les grandes personnes, il y a eu 4 années. On a créé une autre maison. On est parti à une dizaine de salariés en fait du Seuil pour créer une autre maison qui s'est appelée Panama, qui a duré 4 ans. Où moi je m'occupais de la jeunesse, où j'ai continué donc à travailler avec les mêmes auteurs. Et puis quand Panama s'est terminé, donc en 2009, il y a eu la création des éditions des grandes personnes. Cette fois-ci, qui ne fait plus que de la jeunesse. Donc c'est une maison que j'ai créée avec Gallimard. Hein, créer une maison d'édition jeunesse, faire des livres pour les enfants, ça coûte extrêmement cher. Et donc j'avais vraiment besoin de m'appuyer sur une autre maison d'édition en fait pour pouvoir faire ces livres. Et donc Gallimard, en 2009, c'était un moment, je pense, où Antoine Gallimard avait envie de créer autre chose que Gallimard Jeunesse, en fait, puisque dans la galaxie Gallimard, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres éditions jeunesse. Voilà comment on a eu un peu la chance de créer Les Grandes Personnes, il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Donc Les Grandes Personnes, nous ne sommes que 2. Sabine Louelly et moi. Donc avec Sabine, on travaille ensemble depuis tout le temps. Hein. On a commencé, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille ensemble aussi. Donc c'est vraiment, on est ce qui s'appelle vraiment un couple de travail, totalement complémentaire. Donc moi, je m'occupe de l'éditorial et de la fabrication. Et Sabine s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire ça va être la vente de droits à l'étranger, les contrats, énormément de choses en fait dont on a besoin au quotidien. Une chose aussi importante pour moi quand j'ai créé cette maison, c'est que j'ai continué à travailler avec des auteurs avec lesquels je travaillais déjà donc depuis 10 ans, 15 ans. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important pour moi dans la relation, dans la façon dont je fais des livres, c'est-à-dire que j'ai vraiment une politique d'auteur, ça c'est hyper important. J'ai publié tous les livres de Claire D, par exemple. Pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai publié tous les livres de Lucie Félix, qui a donc publié son premier livre aux éditions des Grandes Personnes. Elle m'avait envoyé un manuscrit par la poste, tout simplement. J'ai publié tous les livres de Emma Giuliani, qui a aussi publié son premier livre aux éditions des Grandes Personnes, là, qui est Voir le jour. Non, je ne le vois pas. Si, il est là, pardon. Voir le jour ici. Donc ça aussi, pour moi, dans la façon dont je travaille, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. C'est-à-dire que j'ai une relation de confiance avec les auteurs, que je connais très bien la façon dont ils travaillent. Ils connaissent très bien aussi la façon dont je travaille. Ils connaissent mes défauts, comme je dis toujours. Voilà. Donc, ce qui permet aussi d'aller plus vite. De pouvoir aller vite, de pouvoir aller plus loin aussi, de pouvoir imaginer des projets fous. Puisque donc moi, pourquoi pas ma grande idée, mais tout ce cheminement que j'ai eu dans l'édition jeunesse, en fait, donc il y a eu les années Seuil où j'ai vraiment appris ce qu'était un livre jeunesse. À l'époque, on publiait énormément d'albums, hein, d'histoires illustrées. On avait la réputation au début de faire des albums différents, souvent avec beaucoup de textes. Et puis après, il y avait aussi tout le secteur jeunesse qui était en train de changer autour de nous.
Et c'est vrai que l'album illustré, moi, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, ne me satisfaisait plus. Je pense que j'avais envie d'aller ailleurs, voilà. Vous ouvrez certainement énormément d'albums illustrés, donc le problème que vous rencontrez souvent d'avoir une histoire qui vous plaît parfois qu'à moitié, quand on travaille dans l'édition, c'est aussi un sentiment qu'on a très souvent. Donc ce rapport texte-image, c'était quelque chose qui me convenait. Voilà, j'avais envie de chercher d'autres choses. Et aussi, avec la création d'abord de Panama et puis ensuite des éditions des grandes personnes, je ne publiais plus que 20 à 25 livres par an. Ce qui peut sembler beaucoup pour une petite structure, mais qui n'est rien du tout par rapport au nombre de livres jeunesse qui sortent tous les ans. Donc c'est aussi, quand on fait ce métier, il faut aussi se poser la question de savoir comment exister par rapport à tous les livres qui sortent. En plus, en France, on l'a déjà un peu évoqué, mais c'est vraiment le pays du monde où il y a les plus beaux livres jeunesse qui sortent. Donc voilà, il y a des choses formidables, hein. Et donc, comment trouver une place, voilà, qu'est-ce que j'avais envie de faire en plus qui justifiait la création d'une maison. Et c'est vrai que moi, j'avais envie d'expérimenter aussi des nouvelles choses, mais grâce aussi aux auteurs naturellement qui m'entourent, comme Claire, j'avais très envie d'expérimenter le livre photo, parce que je trouvais qu'en livre photo, pour les enfants, il n'y avait pas énormément de choses. Alors, je sais que le livre photo est assez mal aimé, généralement. C'est quelque chose qui est assez difficile à vendre en librairie, mais moi, j'avais très envie de l'expérimenter. J'avais très envie de continuer à expérimenter les livres pour les tout-petits, pour les bébés, parce que je trouvais aussi que ce qui était proposé, souvent, le livre pour les bébés était un petit peu considéré comme un sous-produit, hein, une espèce de tout carton. Les commerciaux au Seuil appelaient ça les sèche-pleurs, en fait. C'était ce qu'on donnait à un gamin quand on faisait les courses, qu'on le mettait dans le caddie, on lui donnait un tout carton le moins cher possible tant qu'à faire. Donc voilà, ce livre, je trouvais aussi mal considéré. Et puis aussi, j'avais à un moment, quand j'ai commencé à travailler aussi, tout ce qui tournait autour de la construction de l'objet livre m'intéressait énormément, me passionnait. Donc c'est vrai que j'avais aussi très envie de développer le livre-objet. Pour moi, c'est quelque chose qui est très très important. Donc forcément, petit à petit, je me suis aussi entourée d'auteurs qui ont le même désir en fait. Hein, donc il ne s'agissait plus d'avoir un bon texte d'un côté, de trouver le bon illustrateur pour l'illustrer. Je pense que je suis une très mauvaise marieuse d'ailleurs. En fait, je n'aime pas du tout faire ça, je crois. C'est pas mon truc. Ce que j'aime, c'est vraiment travailler avec des gens qui s'emparent complètement du livre, de l'objet livre, pour essayer d'en faire quelque chose de nouveau, Claire. Voilà un petit peu la façon dont je vois les choses aux grandes personnes. Voilà. Alors, ça a donné... Peut-être juste une question, pourquoi les grandes personnes ? Alors, les grandes personnes, donc quand j'ai créé la maison, c'est aussi beaucoup sous l'impulsion de Patrick Couratin. Patrick Couratin, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était un ancien des éditions Harlequin, qui gagnait aussi sa vie en étant affichiste. Il faisait de l'affiche de films de spectacles vivants, beaucoup. Et puis, il était toujours resté un petit peu éditeur dans l'âme. Donc, il avait commencé à refaire de l'édition en fait au Seuil, où par exemple, c'est lui qui a été le premier éditeur de Gilles Bachelet au Seuil, Mon chat le plus bête du monde, hein, qui est devenu un best-seller. Et puis donc, il travaillait avec tout un tas d'auteurs de sa génération, hein, puisque l'édition, c'est aussi quelque chose qui est très générationnel, dont justement Henri Galeron, dont vous nous avez montré Le Chercheur. Lui m'a beaucoup poussé pour que je monte ma maison d'édition. Et c'est lui qui a eu cette idée formidable. On cherchait un nom, on ne trouvait pas, c'était terrible. Et puis il m'a dit, mais pourquoi pas les grandes personnes? Et je lui ai dit, mais très bien. Donc Patrick n'est plus là malheureusement aujourd'hui pour répondre à cette question. Puisque malheureusement, il est décédé en 2011. Mais voilà, c'est vraiment grâce à lui. C'est lui qui a fait le logo aussi de la maison, qui m'a proposé les parenthèses donc sur les premières de couverture avec le nom de la maison d'édition qui change tout le temps. Voilà.
Une autre question peut-être déjà alors, on a pu démarrer en fait assez rapidement aussi aux éditions des grandes personnes parce que j'ai pu, au moment où Panama s'est arrêté, j'ai pu aussi récupérer pas mal d'ouvrages que j'avais publiés chez Panama pour les rééditer. Voilà, mais sinon, je passe beaucoup de temps, les auteurs passent beaucoup de temps sur les livres. Ce sont parfois plusieurs années de travail, donc ça aussi, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et j'ai aussi la chance de travailler avec des auteurs qui expérimentent énormément. Donc on vous a parlé de Lucie Félix tout à l'heure, qui est donc l'autrice, entre autres, de Prendre et donner et de Coucou. Lucie qui fait des résidences de crèche, en crèche, ce qui est aussi le cas de Claire. Mais voilà, j'ai vraiment, je pense que c'est très important pour moi aussi de m'entourer d'artistes qui vont vraiment sur le terrain et qui expérimentent des choses avec les enfants. Ça, je pense que c'est quelque chose voilà, qui est aussi très important pour eux, pour moi après, parce qu'ils me font aussi des retours voilà, sur ce qui s'est passé sur toutes leurs aventures. Donc Claire est aussi quelqu'un qui est très importante dans le catalogue des grandes personnes, qui a un travail totalement spécifique. Et Claire, là, je vais peut-être tu vas peut-être commencer à parler un petit peu de ton travail. Voilà, si tu veux. Bonjour. Alors Brigitte et moi, on se connaît maintenant depuis de nombreuses années. Et ce qui est important de savoir, c'est que je crois qu'on grandit ensemble. C'est-à-dire que le fait de venir montrer son travail, qui n'est pas achevé toujours, hein. On montre aussi un travail en cours de construction, en cours de création, c'est toujours une prise de risque. Il y a toujours un échange qui se construit et d'année en année, je trouve qu'on se bonifie. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'on acquiert aussi une sorte d'expérience, c'est vrai, et de qualité relationnelle. Voilà. Je voulais en venir à ça parce qu'en fait, derrière tous ces livres, il y a beaucoup d'humains. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées aussi à l'entente entre l'auteur, l'artiste et l'éditeur. Nous sommes inséparables parce qu'on ne peut pas travailler sans l'une ni l'autre. Et ça, c'est essentiel. Alors, quand Brigitte dit qu'elle s'entoure d'auteurs qui expérimentent ou qui mènent des chantiers vraiment du début jusqu'à la fin, c'est vrai que moi, je me sens totalement concernée par cette approche, puisque je vais en général travailler sur mes livres de l'idée pratiquement jusqu'à l'impression. Brigitte m'a envoyé plusieurs fois vraiment sur les calages aussi des livres pour contrôler les couleurs et je fais toutes les étapes, la maquette, la recherche sur l'objet, voilà, parce que c'est une passion. Donc il faut peut-être juste partager ça avec vous cet après-midi, c'est-à-dire qu'un livre, c'est parfois 2 ans ou 3 ans de travail. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer tout ça et que le livre, on va l'accompagner très souvent encore pendant autant d'années. Donc on a intérêt à se sentir bien dans nos albums parce qu'on les a longtemps avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important d'avoir le plaisir aussi de pouvoir se renouveler et donc d'avoir des albums, vous allez voir où j'en viens, d'avoir des albums qui soient ouverts, des albums qui puissent aussi être sujets à de nombreuses interprétations et à des relectures. Voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui est très important, vous allez voir dans mon travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une lecture, mais il y a une infinité de lectures d'un livre, et qu'un livre, en fait, il peut grandir aussi avec un enfant, c'est-à-dire que ça déconstruit totalement l'idée qu'il y a un album pour des 6 mois, puis un pour des 18 mois, puis un... Non, c'est-à-dire que le même livre peut aussi accompagner un enfant pendant des années qui va le relire complètement différemment. Alors, je suis photographe, donc vous allez découvrir peut-être mon univers, qui est un univers vraiment de photographie. Je n'illustre pas, par contre le dessin fait partie, si vous voulez, pour moi, au stade de la préparation, du croquis préparatoire, et il peut être aussi, après vous allez voir dans les installations, donc il y a forcément aussi du graphisme, hein, donc on va plutôt utiliser ce mot-là, du graphisme, plutôt que du dessin, parce que le dessin a beaucoup évolué, hein. Vous voyez aujourd'hui le graphisme aussi avec l'ordinateur, et donc la photographie qui va devenir un langage à part entière, c'est-à-dire un langage visuel. On va vraiment être ensemble dans une découverte visuelle. Voilà, je m'arrête là.
Tu reprends, bien sûr. Oui, pour rebondir sur la photo aussi, c'est vrai que les propositions en livre jeunesse photo se sont beaucoup développées ces dernières années avec le numérique, bien sûr, hein, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de jeunes ici, donc je vais peut-être sembler un petit peu... c'est pas grave. Parce qu'avant, quand on voulait faire un livre photo, passer par le numérique, passer par l'argentique, pardon, c'était quand même extrêmement lourd. Donc c'est vrai que le numérique a permis aussi énormément de choses. Et pour le photographe, et pour nous aussi derrière, que ce soit moins lourd financièrement parlant. Alors là, il faut donner une précision, parce que je pense que plein de personnes dans la salle n'ont jamais mis une pellicule dans un appareil photo. On lève la main, qui n'a pas mis de pellicule dans un appareil photo une fois dans sa vie? Voilà. Alors, une pellicule dans un appareil photo, une fois que c'est chargé, eh ben, ça veut dire qu'on va régler toutes ces images tout seul, hein, sans avoir des capteurs qui vont faire la bonne image à votre place, c'est-à-dire régler la lumière. Donc sur une pellicule, il va peut-être y en avoir 4 de bonnes. Hein. Donc il y a un déchet de l'image, et après il faut faire des tirages, après il faut... Voilà. Et aujourd'hui dans la production, on est obligé de passer de toute façon par la numérisation de l'image. On ne peut plus mettre un livre en maquette s'il n'est pas numérisé. Voilà. Donc si vous voulez, ça démultiplie les étapes. Donc moi j'ai fait un premier livre en argentique avec Brigitte, c'est Ouvre les yeux, hein, qui est vraiment un livre en hectachrome. Alors pour les vieilles comme moi, on va dire de la diapositive. Vous voyez ce que c'est la diapositive? Quand on était enfant et qu'on faisait des diaporamas, voilà, après les grandes vacances, que les parents prenaient des petites diapos dans tous les sens, et puis après on faisait tourner le carrousel, voilà, il y avait quelque chose de magique. Alors, c'est vraiment dommage aussi de plus pouvoir... Alors on peut bien sûr continuer à faire de l'hectachrome, il n'y a pratiquement plus de pellicules, hein. Il faut savoir ça, il n'y a plus de pellicules. C'est devenu un objet rarissime à acheter. Les hectachromes sont en voie de disparition. Par exemple, la Kodachrome que j'utilisais, moi, elle n'existe plus. Et le seul vraiment immense regret par rapport à tout ça, c'est que la texture de l'image n'est pas du tout la même. Voilà. On perd énormément en lumière haute. C'est-à-dire que tout ce qui est lumière haute, vous voyez, ces lumières, ça veut dire ces zones très très lumineuses où il va y avoir du détail, etc., on les perd en numérique. Après, le numérique, c'est aussi un pas de géant, ça veut dire qu'on peut recommencer à l'infini. Et donc, c'est aussi magique. Donc, en fait, c'est comme les grandes évolutions de civilisation, hein. Chaque perte et chaque nouveauté a des avantages et des inconvénients. Et donc, le numérique, c'est fantastique aussi, mais il faut juste savoir bien l'utiliser. Le numérique, c'est fantastique. C'est un nouveau slogan. Le numérique, c'est fantastique. Et c'est l'avantage, par exemple, c'est qu'on a une autonomie de travail totale. C'est-à-dire que quand on est un petit peu comme moi, qu'on veut rien lâcher, et en fait, on peut tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut maîtriser toutes les étapes de création. Voilà. Et au moins les accompagner. Parce que, par exemple, il y avait un métier autrefois essentiel qui était le métier du photograveur, qui existe pratiquement plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se payer un photograveur comme nous on le fait avec Brigitte, c'est un luxe. Hein. Mais c'est un luxe capital parce que c'est lui qui va faire ce qu'on appelle la bascule. Vous savez, nos images sur les appareils numériques, elles sont codées RVB, rouge, vert, bleu. Vous voyez ça sur les ordinateurs. Mais quand on imprime un livre, c'est fini tout ça. Ça devient cyan, magenta, jaune, noir. On a 4 couleurs qui sont pas du tout les mêmes couleurs que celles de l'ordinateur. Donc quand vous basculez votre image en CMJN, vous avez une attaque cardiaque. C'est-à-dire que les verts ne sont plus verts, les bleus ne sont plus bleus, les jaunes deviennent jaune-vert très moches. Donc en fait, ça nécessite tout un travail de réinterprétation des images pour obtenir, pour tendre aux couleurs initiales que vous avez essayé de mettre en scène dans vos images. Voilà. Donc c'est technique, mais c'est très très important aussi dans la façon dont on travaille. Voilà, pour obtenir en fait, je pense, une qualité, une exigence vers le beau. Voilà, il faut que ce soit beau et il faut qu'il y ait une séduction de l'œil et des sens maximum. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on essaye de faire des beaux livres aussi généralement. Pour nous, c'est vraiment très très important. Alors donc, comme photographe plasticienne, je travaille avec Claire, qui donc a un travail très spécifique qu'elle va vous présenter un petit peu en profondeur. Je travaille aussi avec François Delébecq, qui a fait cette série, je pense que tout le monde connaît, où on passe de la silhouette à la photo.
Alors la différence, donc c'est souvent quand on voit ce genre de livre en librairie, en fait, ce sont des photos d'agence, hein, donc des photos de photographes qui viennent un petit peu de partout. Donc là, c'est vrai qu'avec François, il y a une vraie recherche aussi, vraiment d'un travail photographique hein, pour présenter ces ouvrages aux enfants. Donc juste rapidement. Donc ça, c'est une série vraiment pour les petits. On a développé aussi avec lui ce petit format. Donc celui-là est sur les jouets. Donc on s'est aussi beaucoup amusé à chercher quels jouets photographier. Voilà, donc ça c'est une forme aussi de travail photographique un peu spécifique. Je travaille aussi avec Yana Andréadis, qui est photographe, mais qui est aussi peintre. Merci Claire. Donc on a commencé cette série avec elle, en fait, qui s'appelle Histoire. Donc là c'est l'histoire du cerisier, où on va suivre un cerisier donc du printemps avec les bourgeons, les premières fleurs. Voilà, après les fruits vont commencer à arriver. Souvent, on me dit que je fais des livres silencieux, alors je me tais. Voilà, jusqu'à l'hiver. Donc ça, c'est aussi pour nous une petite collection. En fait, moi, j'y tiens beaucoup. J'essaye vraiment de la développer. Donc, l'histoire du cerisier faisait partie des premiers titres. Et puis là, à la rentrée, on vient d'en sortir un autre, en fait, sur les feuilles. Alors, c'est aussi un livre qui a été photographié en ville. Yana y tenait beaucoup. Voilà, l'idée aussi, c'était vraiment de se mettre justement dans la position d'un enfant qui a souvent les yeux rivés au sol et qui trouve toujours plein de petits trucs par terre. Alors quand c'est des jolies feuilles, ça va, des fois c'est autre chose, mais voilà, il y avait aussi vraiment ce rapport au regard qu'on voulait retrouver avec celui-là. Voilà, donc ça c'est la série de Yana, qui compte 6 titres maintenant. Et puis, comme j'aime aussi beaucoup le livre-objet, au début des grandes personnes, j'ai commencé à travailler aussi avec Annette Tamarquin. Alors ça, pour moi, c'est vraiment du baby book, du design baby book. Donc là, c'est tout blanc. C'est vraiment qu'un jeu. Donc sur le blanc et puis sur les couleurs qui sont cachées, donc à travers les pages. Voilà, donc là on peut aussi faire bouger les petits ronds. Là c'est ma double page préférée. Hop, toute simple. Donc en fait, quand Annette est venue me présenter son travail, elle travaillait qu'avec des papiers découpés de couleurs. Et je me suis dit, c'est vraiment ça qui m'a séduit. Et je me suis dit, si je publie ces livres, il faudra vraiment que je fasse comme elle les fait. Donc ces livres, ils sont aussi imprimés avec des procédés en fait spécifiques. Donc là, c'est pareil pour celui que Claire est en train de vous montrer, qui est tout noir. En fait, toutes les parties sont collées. Donc moi, j'aime aussi beaucoup toute cette sensualité en fait de l'objet, c'est-à-dire que l'éléphant, c'est aussi une pièce noire qui est collée. Par-dessus, il va y avoir la bouche rouge de coller. Donc moi, c'est aussi vraiment tout le côté sensuel de ces livres qui me plaît en fait. C'est des livres qui sont entièrement faits à la main aussi. Monter à la main, et pour moi c'est vraiment justement de dire aux bébés, aux tout petits, oh là là, voilà, de les faire découvrir aussi vraiment les matières en touchant le livre.
Alors, je vais souvent parler de matière. En fait, je ne fais des livres qu'avec du papier et de l'encre. Pour moi, c'est très important. Et je pense que déjà, rien qu'avec du papier et de l'encre, on peut faire des choses absolument formidables. Donc, ça, c'est une petite série aussi qui a vraiment très bien marché pour les bébés. Alors peut-être celui-là, Claire, si ça ne t'ennuie pas. Alors celui-là, il est sorti l'an dernier et il vient de recevoir le prix Pichou de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en fait. Donc là, c'est vraiment aussi un livre pour les tout petits. Bienvenue, petite tortue d'eau douce, avec à chaque fois, donc, grâce à un petit... voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui paraissent comme ça très simples, qui ne sont pas forcément simples à fabriquer, à aboutir, mais j'aime beaucoup la pureté et la simplicité de ce livre. Bienvenue, petit nez rose du lapin. Bienvenue, petit caneton duveteux. Bienvenue, adorable éléphanteau. Bienvenue, minuscule petite grenouille. Et pour terminer, bienvenue, courageux petit oiseau qui casse sa coquille. Un autre livre aussi que j'aime particulièrement parce que ça a été un peu une prouesse technique, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand on le voit aussi comme ça, il semble tout simple. C'est La nature au bout des doigts de Pénélope. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu dans une période de toucher. J'ai des obsessions comme ça de temps en temps. Donc c'est un livre, là on ne voit pas forcément bien sur la... En fait, peut-être... Attends, voilà, on va tourner la page, là c'est bien. Voilà. Donc vous voyez, en fait c'est un livre tout blanc, qui est juste fait en embossage un peu grainé. Donc quand on fait ce genre de livre, en fait, tant que c'est pas terminé, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc il est imprimé juste en une couleur, là, le vert fluo pour nommer les feuilles qu'on montre. Voilà, et ce livre, j'en suis vraiment particulièrement fière parce que en fait, l'imprimeur avait beaucoup de mal à s'y mettre. Il me disait mais ça va pas marcher, quand on va refermer les pages, ça va s'écraser. Je lui dis mais non, on va essayer, ça va être super. En fait, voilà. En fait, il a joué le jeu et je trouve que le résultat est vraiment sublime. Alors, pour vous dire aussi, pour que vous donner un petit peu conscience de ça, en fait, pour réaliser ce genre de livre, c'est des livres qui sont extrêmement onéreux à réaliser. J'avais fait une demande de subvention au CNL, au Centre national des lettres que j'ai eu pour faire ce livre. Donc il est actuellement par exemple en vente à 20 €. Mais si je devais le vendre, le réel prix en fait qui coûte, il faudrait qu'il soit dans les 50 €. Je vous le dis parce qu'on a fait un petit tirage. Si ce livre c'est quelque chose, c'est le genre d'objet qui vous plaît énormément, n'hésitez pas trop parce que je ne sais pas si je pourrais le refaire un jour en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des expérimentations comme ça que parfois on fait sans savoir si on pourra leur redonner vie une seconde fois. Et aussi une de mes spécialités, ce qui est venu un peu une spécialité presque malgré moi, parce que après quand on commence à être connu pour quelque chose, il n'y a que des artistes et des auteurs qui viennent vous voir pour cette chose-là. Donc à un moment j'ai eu beaucoup de succès avec un pop-up de Philippe Huget, qui était aussi son premier livre grand public, si je puis dire, puisque Philippe, qui a à peu près notre âge, Claire, lui, il vient vraiment d'un milieu gravine, c'est-à-dire il faisait vraiment des fanzines imprimées en sérigraphie dans son garage. C'est un peu le roi du papier.
Et moi, j'aimais beaucoup son travail et plusieurs fois, je lui avais demandé de faire un livre pour enfants. Il m'avait dit non, il n'en est pas question, j'ai rien à faire avec les enfants, moi. Et puis, un jour, il m'a proposé ce livre, Drôle d'oiseau, qui est donc une histoire toute simple, si l'on peut dire, puisque bon, c'est l'histoire d'un petit oiseau, de la naissance d'un oisillon jusqu'au moment où il va s'envoler du nid et quitter ses parents. Alors, Philippe, il a cette particularité, en fait, de penser ces images en 3 dimensions. Hein, c'est pas du tout une mise en volume qui est faite après. Lui, il pense vraiment ces images en 3D. Il dit, moi, je comprends même pas comment on peut faire un livre plat. Hein, c'est vraiment, lui, il pense tout directement en 3D. Il est hyper fort hein, pour faire ses animations. Contrairement à quelques livres animés que vous avez manipulés, vous avez vu celui-là, il n'y a rien à tirer, il n'y a rien à soulever en fait. Ça se met en 3D au moment où on ouvre juste la page du livre. C'est un livre, moi j'ai eu beaucoup de retours aussi de crèches en fait qui l'utilisent pour les petits. Donc c'est vrai que ces livres qu'on pourrait bien sûr dire fragiles, il suffit parfois aussi pas forcément les laisser entre les mains. Alors pour moi aussi bien sûr très important, c'est que les livres que je fais, c'est vraiment des livres qui n'ont pas besoin d'un médiateur, mais je trouve ça tellement important de regarder les livres avec les enfants. Pour moi, ça va un peu de soi, en fait. C'est bien sûr un livre qu'il faut regarder avec les petits, mais ça marche vraiment très bien. Et puis, peut-être un petit dernier, Claire, pour l'instant, c'est aussi celui-là, parce que La Noisette, donc c'est un autre fou de papier qui s'appelle Dominique Erard, qui est aussi très fort. La Noisette, ça a été un livre aussi vraiment important pour nous. Alors là, on est presque plus dans l'origami, en fait. Hein. C'est vraiment l'animal qui vient se poser sur la page. Et j'ai vraiment eu aussi des retours magnifiques sur cet ouvrage avec des petits. Voilà, donc l'histoire d'un écureuil qui, au début de l'hiver, va laisser tomber une noisette. Donc la noisette qui, petit à petit, va être recouverte par la neige. Voilà, il y a la mésange qui va venir voir un petit peu ce qui se passe. Les grands corbeaux, croix, croix, croix. Heureusement, pour l'instant, personne n'a trouvé la noisette. Même le chat passe par là. C'est beau avec l'ombre. Et puis, à la fin de l'hiver, il y a une petite pousse qui va sortir, qui va percer la neige. Et ce sera la naissance d'un nouveau noisetier. Voilà, donc un très joli texte aussi de Anne-Florence Lemasson. Et j'ai eu vraiment plein de magnifiques retours de lecture, donc aussi pour les petits à partir de 18 mois. Voilà, je laisse une fois encore la parole à Claire, peut-être que j'y reviendrai, ça dépend, on verra comment on se sort du timing. Il va falloir que je trouve le lien. Hein. Alors, on va peut-être rebondir sur la nature et comment moi j'ai pu faire un de mes premiers livres qui s'appelle « Ouvre les yeux » et qui en fait a énormément compté dans ce travail que je fais entre guillemets, à l'intention des tout-petits. Alors ça, on peut peut-être en discuter un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que faire un livre pour des tout-petits ? Eh bien, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Si je suis très franche avec vous, c'est vraiment tout et rien. C'est surtout pas une réflexion en termes de tranche d'âge, mais plutôt, enfin, ce que j'en tirerai aujourd'hui au bout de plusieurs années d'expérience, mais plutôt une approche qui rejoindrait la mienne, qui est celle de l'artiste, c'est-à-dire qui va s'adresser à l'enfant par un vécu sensoriel et par un vécu corporel. Et je pense qu'à partir du moment où le livre s'adresse à travers des images qui vont déclencher un vécu sensoriel, c'est-à-dire solliciter tous les sens de l'enfant, et pas seulement par exemple la vue, parce que là, vous avez vu, on a développé des livres qui font appel à la motricité, donc on comprend tout à fait ce que c'est. Mais quand on prend un livre après, qui est un livre avec une pagination classique, qu'on va appeler un codex,
Comment on va impliquer aussi la motricité de l'enfant ou le corps ou dans l'image? Comment on va le faire rentrer, se positionner différemment dans l'image? Donc, par exemple, cet album que j'ai sorti en 2007 a construit pour moi la première pierre de touche un petit peu d'un travail pour les tout petits. Donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on commence à travailler sur un album? On se pose, enfin moi, je me pose jamais la question de qu'est-ce que je vais raconter, quelle histoire je vais raconter. Non, pas du tout. Ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire découvrir à des très jeunes enfants? Où est-ce que je veux les emmener? Dans quel domaine du sensible j'ai envie de les emmener? Donc le domaine du sensible, pour moi, c'est un langage visuel qui va faire appel à des formes, à des couleurs, à des matières, à des textures. Et par exemple, là, c'est un livre promenade qui est construit, mais comme un nuancier couleur, c'est-à-dire au début, il n'y a que des verts. Parce que en fait, je pense que la couleur verte avec les bébés, il faut la découvrir comme les purées. Vous voyez, c'est pas tiens voilà du vert. Non, c'est le vert, c'est une infinité de nuances. Quand on fait manger à un tout petit de la purée, on va lui donner par exemple goût carotte pendant 3 semaines, 1 mois, puis après on va changer. Et moi je pense que la découverte des couleurs, ça devrait être la même chose. On devrait prendre le temps de rentrer, mais vraiment dans tout un vocabulaire comme ça, fin et subtil avec les enfants, en lui montrant les petites nuances, en lui montrant la lumière dans la couleur, en discutant de tout ça, en montrant des images, que le livre aussi puisse être une sorte de mise en scène comme ça de l'incroyable richesse des couleurs, des formes, des textures. Donc dans mes albums, vous allez retrouver toujours des lignes de force comme ça, où je mets en scène dans chaque image des formes, des couleurs, des matières. Alors, ce livre, c'est pas du tout un documentaire sur la nature, parce que vous avez vu qu'il y a plein de petites choses qui clochent, qui n'appartiennent pas du tout au registre de la nature, et ça s'appelle bien « Ouvre les yeux ». Donc c'est une éducation aussi du regard, et de l'attention, et de la surprise, et c'est une promenade qui est faite vraiment à hauteur de tout petit bébé. Quand on va se promener avec des enfants, qu'on veut faire une balade, il y a une espèce de distorsion entre le désir du tout petit qui veut explorer le mètre carré autour de lui, et qui va ramasser le mini caillou, la mini fourmi, voilà, etc. Et nous, adultes, qui sommes déjà dans le déplacement. Et on a envie de faire 1 kilomètre, 2 kilomètres pour se sentir bien. Donc là, non, c'est travailler vraiment avec une optique macro. Donc je m'approche au maximum des petites choses pour les donner à voir vraiment dans des textures. Alors ce livre, vous dire que je n'avais pas le bébé en tête serait mentir. Si, j'avais le bébé en tête, bien sûr, parce que j'attendais moi-même un enfant qui n'arrivait pas. Et c'est important à dire parce que je pense que ce livre, c'est aussi le livre du désir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre sur la beauté du monde à un tout petit? Qu'est-ce que j'ai envie de lui raconter entre moi, l'adulte que je suis devenue, et la toute petite fille que j'ai été et qui a eu Alors je vis à Paris maintenant depuis plus de 30 ans, je suis devenue une urbaine citadine vraiment pure et dure, mais j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi en Bretagne, au bord de la mer, dans une liberté totale, avec 5 frères et sœurs, où on disait à ma mère le matin, on va jouer dehors, et ma mère disait, rentrez à midi. Voilà. Et elle ne savait absolument pas où on était. Et donc, on avait cette liberté totale de mouvement. Et quand j'ai commencé à... Donc, on jouait sur la plage, on jouait dans les champs, on allait dans des fermes où on connaissait personne. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, c'était une sorte d'aventure permanente. On prenait des risques. Voilà. On explorait. Et je pense que de cette enfance extrêmement libre, m'a donné envie en fait de faire des livres où les enfants sont toujours libres dans leur chemin de lecture. Moi j'adore cette expression parce que je pense que la lecture, c'est un jour un chemin, puis le lendemain un autre chemin, et qu'en fait au fur et à mesure qu'on reprend un livre, etc., un livre comme ça dans lequel on peut se perdre parce que c'est une forêt d'images et parce qu'on peut le lire dans tous les sens. Donc vous avez vu que la narration, elle n'est pas progressive. On ne commence pas forcément par... Alors moi, je l'ai construit, bien sûr, comme un domino, avec des résonances de formes, de couleurs. Ça fonctionne, ça fait clac, 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 clac.
comme une partition. Quand je travaille, j'ai des petits croquis, je découpe des petits papiers, je recherche la forme qui serait idéale, après je recherche dans la nature des choses qui peuvent correspondre. Mais en fait, on peut le lire dans tous les sens. On peut le prendre à la fin, au début, et donc on peut laisser aussi confier un livre comme ça à des enfants, et il n'y a pas un mot. Celui-là, il est tout à fait volontairement silencieux, parce que dans chaque image, il y a des petits bruits, il y a des petits sons, voilà. Il y a des petites choses qui se passent, ce qu'on peut ressentir, imaginer, et surtout, quand on le regarde à 2, à 3, ou avec un adulte, eh ben, ça fait papoter, voilà. Ça fait dire des choses, des sons, voilà. Alors cet album, il a été une surprise pour moi, parce que ça a été une rencontre vraiment concrètement après avec les tout-petits, parce qu'il a été primé à l'époque par le prix du Val-de-Marne, qui offrait un album à tous les bébés nés sur le département l'année suivante, et qui offre à l'artiste la possibilité de faire une exposition. Voilà. Et donc le travail comme ça dans l'espace a commencé à ce moment-là pour moi, parce qu'il y a eu toutes les conditions réunies pour pouvoir développer ce travail. D'un livre à l'autre, j'essaye de ne jamais refaire la même chose. C'est-à-dire qu'un livre, faire un livre pour moi, c'est aussi une recherche personnelle sur moi-même. Et j'ai l'impression que j'ai besoin à chaque fois de me reposer toujours cette question. Mais qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Où tu veux aller ? Qu'est-ce que tu veux faire dans cet océan de livres pour enfants ? Où est-ce que tu veux te situer? Ou qu'est-ce que tu veux tenter? Parce qu'à chaque fois, c'est une aventure, c'est une expérience. Donc, Brigitte a passé des années. Elle a raison, parce que sinon, on sera là à 10h encore ce soir. Et elle va vous présenter Qui suis-je? Alors là, Qui je suis? Ah, qui suis-je? Alors, pour passer de... Mais c'est très bien. Pour passer de Ouvre les yeux, qui est vraiment le livre que j'ai fait... avec ce désir, en fait, c'est pas forcément le bébé qui est pour moi très important dans cet album, mais c'est le désir de partager en fait un amour de quelque chose. Et je pense qu'au départ de chaque livre, pour moi, s'il n'y a pas ce désir, eh ben, je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le mener jusqu'au bout, et je pense que c'est un livre qui n'aura pas sa place, parce que ça doit être porté justement par cet enthousiasme de vouloir partager quelque chose, de vouloir emmener les enfants dans un champ de découvertes successives. Parce que dans un livre comme dans Ouvre les yeux, vous avez vu qu'on est dans une approche tac, 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 tac. On ne suit pas une histoire. Chaque image va amener une succession de découvertes possibles pour l'enfant. Donc on est vraiment dans une relation à l'ailleurs, à l'inconnu, tout en tissant avec les propres souvenirs du tout petit. Alors, Qui suis-je? C'est une toute autre aventure. Qui suis-je? C'est le résultat d'une année de résidence en crèche, en structure multi-accueil, dans la banlieue de Lyon, à Villeurbanne. Donc, c'est une ville qui a une population très, très métissée, très mixte, où au départ j'étais accueillie pour faire un 4e opus, donc un 4e petit livre. Je leur avais dit que je souhaitais faire un 4e petit cartonné de cette série autour de l'alimentaire, des mains et de l'alimentaire. Brigitte peut vous montrer tout blanc. Et quand j'ai commencé à travailler la première journée de résidence en crèche, c'était maintenant il y a déjà 4-5 ans, mais en fait je me suis rendu compte que c'était complètement une erreur. Tout était sur le visage de ces enfants qui étaient avec moi, parce que j'étais un peu comme Mary Poppins. J'étais venue avec un immense sac, on faisait des courses le matin, et c'était rempli de fruits, de légumes qu'on mettait en scène, sur des grandes tables à hauteur de bébé, avec et tout se passait sur le visage. Donc on a revu complètement le projet, où j'ai dit moi aux organisateurs de cette résidence qu'en fait je souhaitais travailler non plus sur des parties du corps de ces enfants, comme là je peux le faire dans ce petit album, sur les mains, les pieds, mais sur le visage. Et là, ça soulevait plein de questions, plein de problèmes, parce que vous savez que photographier des enfants aujourd'hui et les publier dans un livre, c'est un sacré défi. Il faut être motivé.
On ne peut plus du tout photographier comme a pu le faire. On parlait de Tana Oban, qui est une grande photographe américaine, qui a fait beaucoup de livres aux États-Unis pour les enfants en photo dans les années 80, 90, 2000, qui à l'époque prenait des photographies de vie. Vous voyez ce que je veux dire? De la street photographie, hein, où on voit une scène, on assiste à une scène, on la photographie, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de photographier des enfants ou des personnes et de publier ces images dans un livre. On ne peut plus. Voilà. Donc quand on veut faire des images avec des enfants présents physiquement, voilà, eh bien, il faut toutes les autorisations parentales pour pouvoir les photographier et publier ces images. Donc en fait, c'est pas des projets qu'on peut porter tout seul, sauf quand on utilise le vivier personnel. Voilà. Mais si on veut faire des livres avec un peu plus d'amplitude et voilà, comme Qui suis-je ? Eh bien, il faut s'appuyer sur une structure. Alors, qui suis-je ? Je dis toujours un petit peu avec humour que c'est mon livre sur la biodiversité. C'est-à-dire, qui sommes-nous sur Terre, justement ? À quelle famille appartenons-nous ? Alors là, il va falloir qu'on soit deux. Parce que c'est un livre qui fait 7 mètres de long et qui est une immense galerie de portraits. J'ai vraiment voulu le construire comme une galerie photographique, c'est-à-dire comme si les enfants rentraient à la fois dans une immense famille. Il faudrait une 3e personne, Jean-Rémy. Et bien sûr, jouer sur l'effet de miroir sans arrêt entre la diversité de couleurs, de formes, de textures, de tous ces fruits et des visages des enfants, de leur propre identité, des yeux. Voilà. Donc ça a été un très très gros chantier à mener, à construire, à publier aussi avec Brigitte, c'était pas rien. Et il est construit aussi comme un domino couleur, c'est-à-dire que vous voyez cette première image, il y a du vert, du rouge, du jaune, et l'image suivante, eh ben, il y a encore du vert, du rouge, du jaune, mais c'est plus du tout au même endroit. Et puis l'image suivante, eh bien, il y a du vert aussi, hein. Le petit t-shirt vert va répondre au fond vert d'après, il y a du jaune, et le rouge, eh ben, le jaune s'est un peu mélangé, il est devenu orange, et l'image suivante, c'est complètement orange, et etc., etc. Donc on avance comme ça, pareil, hein, dans une espèce de cheminement de la couleur. Et quand on retourne ce livre de Coquin, alors il se manipule beaucoup plus simplement, hein, c'est-à-dire qu'on le met debout au sol, mais là on ne peut pas vous le montrer parce qu'il y a les livres devant, et donc derrière, tous ces fruits se transforment, et deviennent des masques, des bouilles, voilà, des choses comme ça, sur fond bleu, puisqu'il n'existe pas de fruits bleus. Et comme m'a dit gentiment un enfant, quand je l'ai installé une fois en rond, il m'a dit « Tu as fait une piscine à fruits ». Alors là, je garde ça vraiment, parce qu'on peut le mettre tout en rond. Vous voyez, comme les petites piscines bleues d'été, là, en rond, qu'on met dans le jardin. Et il m'a dit « Tu as fait une piscine à fruits ». Parce que la maîtresse était une maîtresse qui utilisait un peu les pédagogies Montessori. Et donc, elle avait un cercle tracé au sol dans sa classe avec des scotch. Et les petits de maternelle venaient s'asseoir. Et donc, on avait sur ce cercle, toujours pour prendre la parole. Et on avait installé le livre tout en rond, comme ça. Voilà, la piscine à fruits. Alors, à qui ça s'adresse, un livre comme ça, même si ça fait 7 mètres de long, bah, ça s'adresse à des tout petits, vraiment. Et je l'ai encore expérimenté il y a 15 jours en Champagne-Picarde, là, juste à côté de la région de Charleville, où on l'a posé au sol au cours d'une animation qui n'était pas du tout greffée développée à partir de l'album, et où d'un seul coup, on a vu tous les petits qui 4 pattes, 18 mois, 1 an, 2 ans, faire le tour, passer d'un côté à l'autre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le développement de l'objet va appeler en fait un déplacement de l'enfant, et que là, on va rentrer dans quelque chose qui est super intéressant, c'est comment on lit avec son corps. Voilà. Et comment le corps va être totalement impliqué dans la lecture.
Et là, je vais redonner la parole à Brigitte. Peut-être tu veux présenter encore quelques livres, Brigitte? Oui, parce que ton intervention, en fait, voilà, je vais vous présenter le livre Couleurs du jour de Květa Pakowska qui rentrait pas dans ma valise, donc j'avais mis dans mon sac à main, et là je l'ai mis ici, donc à chaque fois je le mets de côté, mais je me dis que c'est très important aussi de vous présenter ce livre. Donc Květa Pakowska, qui est une grande artiste tchèque, qui vit à Prague, toujours. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a fait beaucoup de peintures. Elle n'était pas une artiste officielle avant la chute du mur de Berlin, donc elle faisait des choses chez elle qui n'étaient jamais montrées. Et elle m'a dit, le jour où le mur de Berlin, ça a été la chute du mur de Berlin, et où enfin j'ai pu venir à l'Ouest, en fait, au départ, j'ai beaucoup pleuré en me disant que j'avais 60 ans et que ma vie était derrière moi et que c'était trop tard pour moi. Et après, elle a pris sa valise, ses peintures, et en fait, elle est quand même venue à l'Ouest. Au départ, elle a démarché un éditeur allemand, Ravensburger, qui a été son premier éditeur. Elle a été éditée en France, en fait, quasiment tout de suite, au début des années 90. Au départ par Ouest France, après au Seuil, on l'a aussi pas mal publiée. Et après, en fait, elle nous a suivis dans l'aventure Panama et Grande Personne. Et donc un jour, donc Květa, c'est quelqu'un qui fait un travail extrêmement précis. C'est-à-dire que quand elle vous donne une maquette de livre, il y a tout dedans. Il y a les endroits où il va y avoir de l'argenté, s'il y a des filles, quoi. Vraiment, il y a tout dans ces petites maquettes, et c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant. Des fois, au départ, pour moi, c'était pas évident de travailler avec elle. Et puis, elle faisait des livres somptueux, mais moi, j'étais toujours assez frustrée parce que c'était quand même des livres qui étaient très chers, donc on ne pouvait pas vendre, nous, à des éditeurs étrangers, et puis quand même qui s'adressaient à un certain public. Et donc, un jour, je lui ai dit, oui, Květa, quand même, ce serait bien si tu faisais des livres plus petits. Elle m'a regardée, elle m'a fait, d'accord. Elle est retournée à Prague. Et elle est revenue quelques mois plus tard avec ce projet. Et là, j'étais un peu morte de rire parce qu'en effet, il est plus petit au niveau du format. Mais il fait 14 mètres de long aussi, celui-là. Donc, je crois qu'il y a 140 pages. Mais c'est pas grave. Et donc, Květa, elle, considère le livre... Alors déjà, le livre doit être disposé dans l'espace pour elle. Elle le considère comme une œuvre... c'est une œuvre architecturale aussi. Et puis pour elle, c'est le premier musée que les enfants vont visiter. Donc pour Couleurs du jour que je vais vous montrer, il doit être aussi disposé sur le sol, comme le livre de Claire. C'est un très long Leporello. Et puis l'idée, c'est vraiment que les enfants, les bébés, ils se baladent tout autour, voilà, et puis qui découvrent un petit peu ce qu'est ce livre. Donc aussi avec une double jaquette qu'on peut... Alors moi, j'aime beaucoup le format Leporello, en fait. Attention, hop. Parce que ce sont des livres qu'on peut lire normalement, en tournant les pages. Et puis aussi, ce sont des livres qu'on peut déplier dans l'espace. Donc là, vous voyez, alors Květa travaille beaucoup avec le rouge et le noir. Donc nous, après, quand derrière on récupère son travail, on retravaille aussi bien sûr toujours ses couleurs. C'est très important. Il y a aussi beaucoup de vernis, des vernis mat, des vernis brillants. Donc des découpes, comme je vous l'avais dit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi de l'argent, de temps en temps, un fer à dorer argenté. Et là, alors si vous découvrez l'œuvre de Pakowska, on retrouve un petit peu tous ces personnages fétiches, la lune, l'oiseau, le clown, le rhinocéros avec l'oiseau. Voilà, c'est vraiment, on retrouve vraiment tout son vocabulaire, toute sa grammaire. Voilà, donc ce livre est vraiment fait pour être installé au sol, et puis on se met à quatre pattes avec les enfants pour regarder tout ça. Voilà, donc ça aussi, pour moi, c'est une artiste vraiment du livre jeunesse très importante. Květa, aujourd'hui, je crois qu'elle a plus de 90 ans. Malheureusement, avant, elle venait très régulièrement en Europe avant la pandémie. Là, je crois qu'elle a passé, malheureusement, ces 2 dernières années, elle n'a pas pu venir. Je ne sais pas si on aura le plaisir de la revoir en France. C'est aussi une très grande affichiste. Et elle avait beaucoup travaillé aussi avec le Salon de Montreuil. Il y a des films qui ont été réalisés aussi sur elle et sur son travail, si ça peut vous intéresser. Attends, Claire, juste, je regarde l'heure.
Alors peut-être quand même pour vous donner un aperçu un petit peu différent de quoi, parce que en fait aux grandes personnes, moi ce que j'aime c'est faire des choses très différentes. C'est toujours un petit peu compliqué à expliquer, mais en fait j'aime être surprise aussi par les livres qu'on me présente et que j'édite. Donc c'est vrai que quand on découvre le catalogue, on peut être aussi peut-être étonné par cette diversité graphique, aussi bien du fond que de la forme, mais c'est quelque chose que j'aime profondément. Et il y a aussi une autre artiste avec laquelle je travaille depuis très longtemps, Bernadette Gervais, que vous connaissez peut-être sous le nom de Pito Gervais, puisqu'avant elle travaillait avec son compagnon, Francesco Pito. Et ils ont fait énormément de livres jeunesse. Je pense qu'au Seuil Jeunesse, on avait déjà publié au moins une centaine de livres avec eux. Bernadette maintenant travaille toute seule. Son dessin a énormément évolué. Voilà, c'est un très très grand plaisir aussi pour moi, en tant qu'éditrice, de voir les artistes évoluer en fait. Voilà, changer, ça veut dire qu'ils cherchent encore d'autres pistes. Et donc là, c'est un livre, moi, que j'adore, qui est sorti l'an dernier, Les trucs comme ci, des trucs comme ça. Et c'est un classement du monde poétique. Nous, on s'est beaucoup amusé à le faire, à travailler dessus. Et naturellement, après, le grand jeu aussi, c'est de continuer la liste avec les enfants. Donc ça peut être pour des enfants un peu plus vieux, quoi, comme on veut, ou on peut juste aussi se contenter de regarder toutes ces magnifiques images qui sont faites à la gouache et au pochoir, et rehaussé à l'éponge. Donc c'est une technique en plus qui est très spectaculaire parce que parfois on dirait presque de la photo, tellement c'est réaliste, alors que c'est une technique, quand on la voit travailler, c'est trois fois rien en fait. Mais elle maîtrise... attends, j'ai une blague à raconter sur cette double page, Claire. Ne bouge plus. Sur les trucs lents, voilà, c'est une technique qu'elle maîtrise magnifiquement. Et non, juste la petite anecdote sur cette double page, c'est, vous savez, quand on fait des livres jeunesse, on essaye toujours d'imprimer, de vendre en fait les droits à des éditeurs étrangers, pour que déjà le livre puisse exister chez un éditeur allemand, un éditeur anglais, un éditeur italien. Donc ce livre-là est sorti en Italie aussi. Donc ce qui était assez rigolo, c'était de se rendre compte que les trucs qui piquent n'étaient pas les mêmes forcément en Italie qu'en France. Voilà, donc on a dû changer déjà des choses sur l'édition italienne. Et là, j'ai une anecdote en fait sur l'éditeur allemand qui feuilletait le livre et qui regarde cette double page et qui dit « Mais Brigitte, les tracteurs ne sont pas lents en Allemagne !» Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, donc juste sur voilà, la façon dont on perçoit les choses. C'est vrai que nous, on a une perception du tracteur, c'est toujours celui qui bouche la route et on va être coincé derrière. Et il me dit, mais Brigitte, en Allemagne, pas du tout, les tracteurs sont extrêmement rapides. Je dis, écoute, on peut changer l'image si tu veux. Voilà, donc c'est vrai que faire des livres aussi comme ça, c'est aussi en fait très drôle pour nous d'avoir les réactions d'éditeurs du monde, du monde entier. Oui, quand on arrive à les voir, là, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus à cause de la pandémie, mais sinon, c'est aussi toujours assez intéressant de voir la façon dont ils réagissent en fait aux livres qu'on leur propose. Non, mais sinon, je peux présenter un autre livre, Claire. Non, avec plaisir. Moi, je voulais peut-être rebondir sur le côté galerie, œuvre d'art, et comment on peut aussi, à travers un album, créer des liens entre l'univers de l'image, du livre, et peut-être... Ouais. Et peut-être, je vais vous le déshabiller, vous avez vu ? Chut. Parce que dans la jaquette, il y a déjà une première très grande image, comme un tableau, voilà, qu'on peut poser au sol, bien sûr, et qui devient d'un seul coup tout à fait autonome. Et là, on peut le montrer aussi comme ça au bébé, ou à plat complètement, et s'apercevoir qu'on a un deuxième objet. Voilà. Il n'y a plus de titre, il n'y a plus de nom, il n'y a plus rien. Il y a uniquement des formes. Et moi, je dis une arlequinade. Donc, c'est comme un costume d'arlequin qui est fait avec des morceaux d'orange. En fait, c'est un livre où les fruits et les légumes nous font rentrer dans l'histoire de la nature morte. Et comment des images
celle-là, par exemple, je vais montrer celle-là, Brigitte, peuvent être complètement un choc visuel pour des tout petits. Voilà, comment ça peut être hypnotique pour des très jeunes enfants, de montrer aussi des images, voilà, qui dans mon intention première, est vraiment de créer un choc visuel, un choc émotionnel. Voilà. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, cette image, en fait ? Sur quel plan ? Fruitier Ah, vous voyez pas ? C'est des tomates. Hein. Si, vous voyez que ce sont des tomates, quand même. Non ? Mais c'est pas grave, tant mieux, parce que ça va devenir une image aussi de boule. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque vraiment, l'idée, pour moi, au départ, c'était de faire un tas de boules. Une image de boule, parce que quand j'ai sorti Ouvre les yeux, qui est peut-être caché par là, tu l'as là, sur la table, il y a eu une exposition, je vais vous montrer après pour les bébés, et il y a une image où j'ai vu, je pense des dizaines de fois, des bébés lécher cette image. Voilà, une sorte de mystère, mais c'est comme ça, il y a des images qui... Voilà. Parce que les bébés, on le sait tous, ils découvrent très longtemps avec la bouche. Hein. Ils mettent à la bouche, c'est leur façon à eux d'apprendre à découvrir et à connaître les choses. Donc c'est pas forcément que les boules leur donnaient envie de manger. Hein. Mais c'est que l'image est tellement piquée, tellement en relief pour l'œil, qu'il y avait vraiment une attraction comme ça sur ces petites boules. Et quand j'ai travaillé sur cet album, des années plus tard, je me suis dit, mais là, je ne vais pas être à 3 boules, je vais être à un maximum de boules. C'est-à-dire qu'on va démultiplier pour avoir une vision comme ça énorme. Et en fait, toute cette séquence, parce qu'en fait, cet album, ce sont des fruits et des légumes qui se déguisent pour faire un show. Hein. Et là, on en est au show des tomates, qui font un numéro de cache-cache raté. C'est-à-dire qu'il y a une petite tomate rouge qui essaie tout le temps de se cacher, et elle n'y arrive jamais. Et après, elle se roule dans la peinture, elle devient bleue, voilà, etc. Et à la fin, elle est cachée dans ce gros tas, et il faut essayer de deviner laquelle c'est. Donc, il y a bien sûr, c'est une image qui participe à une séquence de travail. Voilà. Mais comment un livre peut aussi être un chemin pour rentrer dans le langage artistique, dans l'image artistique, dans la démarche du sculpteur, de la sculpture. Comment un petit objet du quotidien, détourné, mis en scène, va pouvoir construire pour des jeunes enfants aussi un chemin de découverte, voilà, vers... l'ailleurs, l'imaginaire, le beau, le pop, voilà, plein de choses, sans aucune référence, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt, voilà, mais vers le plaisir de la couleur, tout simplement. Je t'invite, je crois que tu avais 2-3 choses à montrer, puisque l'heure tourne. C'est déjà l'heure de la fin. Je vais vous présenter un petit diaporama, parce qu'en fait, chaque... Alors, je ne sais pas si à la régie, ils sont prêts. C'est parti. Voilà. En fait, chacun de mes albums, je les accompagne d'installations-jeux qui sont comme des environnements, des univers dans lesquels les livres vont se déployer, prendre vie, s'activer et vont permettre, si vous voulez, aux enfants de rentrer vraiment dans un faire, c'est-à-dire faire, agir, expérimenter en vrai pour mieux voir. Et ça, c'est vraiment une démarche que je développe depuis maintenant une 15aine d'années, où chacun... Alors là, par exemple, on va rentrer... J'ai fait une sorte de panaché... Ah non, il faut que ce soit moi qui l'active. On va faire comme ça, voilà. Chacun des livres est accompagné d'un environnement, ça va trop vite, c'est pas là. Donc là, c'est des installations qui vont être à l'échelle des tout-petits, hein, où on voit des petits bébés ramper, avec des images à hauteur d'enfant, parfois des grands espaces modulables dans lesquels les tout-petits vont trouver aussi leur place, hein, où ils vont complètement s'adapter, et avec des matériaux, des choses qui vont s'intégrer à l'intérieur des dispositifs, et des environnements qui vont permettre non-stop aux adultes et aux enfants de jouer ensemble, de jouer, rejouer avec des matériaux, avec des éléments qui sont tous en relation avec des univers ou des morceaux ou des textures, des formes des bébés. Voilà. Donc là, par exemple, cette petite fille, j'ai choisi cette photo parce que vous avez vu, elle a mis son doudou juste derrière, posé sur l'album.
Donc elle vient avec la maison, voilà, elle installe tout et elle se crée son petit univers. Là, c'est l'inverse, c'est la maman qui a créé une sorte de petit jardin dispositif autour du bébé, et c'est la maman qui lit l'album. Elle ne le donne pas au bébé. Bon, les images en fait des albums vont toujours être au cœur de dispositifs et d'éléments signifiants qui vont permettre de lire l'image différemment, de l'enrichir. Et le livre, d'un seul coup, peut devenir une sorte de cheval, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lecture, voilà, ça devient un objet parmi les autres, et ça me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'on décloisonne complètement et on déconstruit l'idée qu'un livre, ça se regarde uniquement assis avec quelqu'un sur les... Voilà, un petit enfant à côté de soi. Non, un livre, ça peut être totalement libre dans l'espace, et je pense qu'il faut vraiment laisser les enfants s'en emparer totalement. Voilà. Alors, quand les photographies sont sur les murs ou sur d'autres supports, hein, ça peut être... Là, les images sont tout autour d'une pièce, mais elles pourraient très bien être mises en scène au centre d'une pièce, sur une structure. Il y a 10 000 façons d'accrocher des images. Ce qui est intéressant pour ces jeunes enfants, c'est que d'un seul coup, ils peuvent découvrir les images tout à fait différemment. C'est-à-dire qu'ils sont debout, ils ont une autre posture physique, ils vont pouvoir les voir à 360 degrés et ils vont pouvoir faire des relations entre des images qu'ils ne vont jamais faire en regardant l'album. Parce que le corps va accompagner complètement et le déplacement va accompagner la découverte de ces images. Voilà, la déambulation, elle est vraiment hyper importante. Ça, c'était un accrochage autour d'une installation qui s'appelle le Petit Théâtre du Blanc, au sein duquel les enfants peuvent eux-mêmes poursuivre l'accrochage des images. Donc, il y a plein d'images, et les tout-petits peuvent venir, ça c'est des enfants de maternelle, rajouter d'autres images parce qu'ils créent des liens eux-mêmes au sein des installations. Voilà, détourner les images. Oui. Détourner les images jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dedans et en faire des choses géantes, des supports de jeu. Il existe plein de façons différentes de jouer avec les images. Voilà. Donc Claire, excuse-moi, juste ce que je voulais dire, parce que pour ceux qui ne connaissent pas tes expositions, en fait, c'est que donc c'est Claire qui conçoit entièrement ces expositions. Vous avez peut-être aperçu les enfants en chaussettes avec une magnifique moquette rouge au sol. Donc voilà, les conceptions d'exposition de Claire, c'est vraiment des univers. Hein. À chaque fois, tu crées vraiment un espace, oui. En fait, ouais. Un univers avec tout, quoi. Non, je le dis parce que c'est quand même très impressionnant de voir ces dispositifs vraiment à chaque fois autour de tes livres. Voilà, c'est des moments quand même. Tu es une des rares aussi autrices de livres à faire à proposer ce genre de choses. Oui. Alors là aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer les diaporamas ou les dispositifs un par un parce que ça prendrait trop de temps. Alors c'est dommage parce que vous ne voyez pas les univers complets avec vraiment voilà, toute sa dimension esthétique. Mais là, on est plutôt dans une démarche globale, mais ça permet de croiser un petit peu tous les points communs entre ces dispositifs. Voilà, où finalement, ce qui ressort de cette image, c'est le plaisir. Hein. Et c'est un mot qu'on n'a pas prononcé, par exemple, de l'après-midi. C'est une erreur. Parce que le plaisir, c'est vraiment la dimension la plus importante dans tout ce jeu autour des albums, de la découverte. S'il n'y a pas de plaisir vécu, voilà, par les enfants, il n'y aura pas la rencontre avec le livre. Et par exemple, tout ce jeu qui se crée aussi autour de l'album, comme un prolongement, comme une exploration supplémentaire, doit aussi se faire complètement voilà, dans la joie. Donc le prolongement de l'expérience de la couleur, de 10 000 façons, ça c'était une expo, c'était une sorte de mobile géant pour les bébés autour de Ouvre les yeux qui a tourné par exemple sur tout le département du Cantal. C'était une expérience très rurale, donc il y a déjà pas mal d'années, hein, où en fait on arrivait dans des salles communales, des greniers, des médiathèques, et moi je tendais des cordes blanches dans toute la pièce, comme ça on installait des pitons, donc on faisait un dispositif de cordes dans tous les sens, et toute l'animation, les bébés et les adultes venaient suspendre et accrocher des tas de petits éléments mobiles avec un gros bouton comme ça, qui étaient tous des évocations formelles de l'album Ouvre les yeux, donc bien sûr beaucoup de gélatine de couleurs pour pouvoir regarder à travers avec des formes différentes, beaucoup de textures différentes. Alors, ça peut être aussi des dispositifs assez énormes dans le sens où ils vont utiliser aussi bien le sol, le plafond, les murs pour que les enfants soient sollicités vraiment dans toutes les dimensions de l'espace. Ça, c'était à l'école d'art à Blois, qui est un musée. Des petites choses qui suspendent. Voilà, les fameuses gélatines dont je vous parlais sur le bleu.
bon, il y a eu plein d'autres expériences, toutes sortes de matières à toucher, beaucoup de textiles. Alors là, avec les 2 années que nous venons de traverser, eh ben, c'est très compliqué de continuer à travailler, parce qu'en fait, tout ce qui est textile est banni. Et là, ça change quand même pas mal la donne dans l'approche avec les tout-petits. Bon, on espère tous que ça change. Maintenant, je vois des structures, ça c'est très très chouette, c'est tout nouveau. J'ai eu 2 projets là, avec des structures qui sont équipées maintenant, vous savez, des espèces de machines qui nettoient avec de la vapeur brûlante, là. Alors c'est l'outil magique parce qu'ils en passent un coup tous les jours et d'un seul coup, hop, on peut retoucher les textiles et les supports le lendemain, mais c'est un énorme souci. Voilà. Ça c'est du feutre par exemple très très épais que je découpe manuellement pour faire des centaines de pièces et pour que les tout petits, les bébés, puissent aussi complètement s'en emparer et les enfiler sur le corps, se cacher dessous, voilà, que ça fasse corps avec eux, que ce soit des matériaux, des gros éléments, des toutes petites choses, voilà, jouer avec les éclairages et les lumières, toujours proposer des matériaux simples à activer, vraiment pour que les enfants soient totalement libres de s'en emparer, et d'être du coup créatif et inventif, parce que l'énorme souci pour moi de tous les jeux qu'on leur propose, c'est que c'est déjà beaucoup trop fermé. C'est-à-dire qu'on définit déjà la règle du jeu, le nombre de participants et ce qu'il faut faire. Alors on ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation, alors qu'il vaut mieux donner des structures de jeu aux enfants et que ces enfants puissent s'en emparer librement pour devenir totalement créatifs. Sinon le chemin de la création ne se met pas en route du tout. Donc toutes sortes de structures de jeu, qui en bois, en plastique sérigraphié, des choses toutes petites, des choses géantes, voilà, qui peuvent permettre d'envahir l'espace complètement et d'avoir des tableaux éphémères qui vont se construire, dans lesquels les enfants vont pouvoir se perdre, effacer, recommencer, ou se créer des petits mondes, des petites choses beaucoup plus fines. Par exemple, des cordes, jouer tout simplement avec des cordes blanches. Vous avez vu sur du rouge, j'ai fabriqué des dessins qui vont devenir géants, qui vont pouvoir envahir l'espace. Voilà. Artichaut, c'était une expo aussi très chouette parce que ça m'a permis de montrer à quel point on peut aussi, en petite enfance, décloisonner les disciplines artistiques. Moi, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est-à-dire qu'il faut décloisonner les disciplines artistiques pour que ça devienne un art de vivre. C'est-à-dire que l'art vienne naturellement dans le quotidien. Donc, c'est un livre sur des tomates, des poires, etc. Mais finalement, ça va devenir des costumes, des accessoires de mise en scène, de show, des sculptures portatives. Et où d'un seul coup, les costumes se créent, les enfants peuvent se mettre en scène avec, poser, et se rendre compte que tout ça, si on bouge, ça va faire des effets optiques, du pop art, d'optique art, voilà. Et ça, c'est le prochain qu'on va sortir avec Brigitte bientôt, en mai, si tout va bien, qui est un livre vraiment traversé par des motifs graphiques. C'est un jeu un peu de chat et de souris entre 2 enfants, une petite fille qui recherche un ami. Et je ferai un jeu de mots un peu facile, mais c'est un livre que j'aimerais presque appeler émotif, parce qu'il est sur cette fibre de l'émotion, de la recherche d'un ami avec qui partager des choses, et il met en scène sur toutes les images des motifs graphiques, des carrés, des rayures, des poids, des losanges, qui structurent complètement les images pour en donner une sorte de lecture comme ça, très graphique, très évidente. Et là, par exemple, à Toulouse, l'année dernière, dans le cadre d'une expo qui a eu lieu à la médiathèque centrale de Toulouse, qui s'est appelée Clic-Clac, qui était un gros événement autour de la photographie dans l'album jeunesse et du patrimoine. On a fait un petit laboratoire avec des enfants pour expérimenter justement avec eux des jeux qui leur permettent de créer à l'infini des nouveaux motifs graphiques, voilà, et d'envahir l'espace de motifs très librement. Voilà, donc c'est quelques petites images laboratoires qui n'auront pas forcément grand-chose à voir avec l'installation que je vais concevoir pour cet album, mais qui permet comme ça, voilà, d'expérimenter des jeux, des matériaux, des pièces, et toujours dans cette relation à l'espace, à la surface de jeu. Merci, mais si, c'est bien, c'est très très bien. C'est une profusion surtout d'idées. Un petit mot de la fin peut-être ? Lisez. Que je donne à Brigitte ?
Le petit mot de la fin, vous vous rendez compte, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de plaisir, Claire, mais c'est un grand plaisir pour nous quand même de faire ces livres. Je ne sais pas si je devrais terminer là-dessus, mais c'est vrai que nous, on a de plus en plus de mal à les produire, hein, surtout en ce moment. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle, mais c'est vrai que tous ces livres qu'on vous a montrés, il y en a beaucoup qui sont en fait faits entièrement à la main. Donc c'est une chance pour l'instant de pouvoir les avoir, de pouvoir les acheter ou les emprunter à la bibliothèque. Voilà, j'espère que ça durera encore longtemps et puis qu'on pourra encore pendant longtemps nous faire des livres aussi différents et voilà, et pouvoir vous proposer vraiment des choses, des livres de qualité et que les artistes pourront continuer à travailler aussi. Voilà. Merci à vous deux. Alors on se dit, ouf, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces idées, toute cette créativité. Vous nous avez fait passer votre passion de l'édition aussi, hein, qui est une édition qui prend des risques et des chemins assez curieux. Et on a besoin de ça pour respirer aussi dans nos pratiques de lecture avec les enfants. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on est tous un petit peu aussi en bout de course, hein, j'ai envie de dire, de cette journée qui a été très dense en contenu. Donc j'en profite quand même là si vous avez des questions. Oui, en voilà une là-bas. Je vous passe le micro, si vous pouvez si vous pouvez vous présenter. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Dominique Marion, lectrice Lire et faire lire dans 3 structures différentes, dont une microcrèche, une école grande section et collège pendant la pause méridienne. Ma question, c'est au sujet justement de ces documents que vous présentez sur cette grande longueur, c'est sur leur résistance dans le temps. C'est parce qu'ils vont être beaucoup manipulés et vous voyez... ça faire partie de la vie de ces jeunes, justement. Je comprends très bien. Écoutez, je pense qu'avec Brigitte, on choisit des matériaux qui sont extrêmement solides. Par exemple, ce livre, il est fabriqué avec une carte qui est très épaisse, qui est résistante, qui est ensuite imprimée, vernie, si vous voulez, qui rajoute de la solidité à l'album. Ce sont des albums qui vivent hein, dans des structures qui sont installées, dépliées, qui forcément vont aussi vivre au sens où ils vont parfois être abîmés, détériorés, mais comme tous les livres. Hein. Moi, je n'ai pas de retour particulier sur la fragilité d'un livre comme ça, parce que si vous voulez, il va être utilisé dans certaines conditions. On ne va pas laisser ce livre forcément en libre service, en libre accès. Il va être aussi mis en scène dans l'espace avec un adulte ou avec un plus grand. On ne confie pas un album comme ça direct à un bébé ou à un tout petit. Il y a forcément, comme dans n'importe quel livre, une médiation de l'adulte. Quand vous ne donnez pas un album à un bébé avec une histoire en lui disant « débrouille-toi, regarde le livre tout seul ». Donc c'est exactement la même chose. Vous allez accompagner la découverte de ce livre pour que cette découverte soit partagée. Donc qu'elle soit dans un déploiement ou dans un feuilletage, je ne vois pas pour moi la difficulté. D'autant plus que ça me ferait plaisir qu'on cesse de voir les enfants comme des espèces de bulldozers, des destructeurs de livres. Et je pense que les enfants font preuve d'une extrême délicatesse quand on les invite à découvrir la fragilité d'une page, la beauté d'un objet, et que ces enfants apprennent à manipuler et à utiliser les livres. Puis voilà, si on voit qu'à un moment, on a un petit enfant qui est... plus dynamique, plus tonique, et ben voilà, on intègre son énergie dans la découverte du livre. C'est-à-dire qu'après, vous êtes peut-être dans un dispositif, madame, où vous avez 30 enfants en même temps, ou 25, et donc c'est peut-être le groupe
qui est plus compliqué à gérer. Alors moi, en animation, par exemple, avec des groupes d'enfants, je fais découvrir cet album. Hein, j'ai parfois 20, 25 enfants. Mais c'est vrai que c'est une animation à part entière. Hein. C'est-à-dire que je ne laisse pas le livre comme ça, mais c'est-à-dire que je le déploie dans l'espace et on le découvre ensemble. Voilà. Et on chemine, on va d'un côté, de l'autre, on échange, on fait tout un jeu. Déjà, on le mesure avec les pas. Pour voir si, pour un qui va faire 4 ans, il va faire 12 pas, ou pour celui qui est plus grand, il va faire 8 pas. Donc déjà, on va introduire la relativité. Vous voyez, on va se rendre compte que finalement, un livre, ça ne fait pas la même mesure pour n'importe quel enfant. Donc c'est aussi une façon de faire de la médiation sur un livre qui est importante pour moi. C'est ni l'âge de l'enfant, ni finalement le nombre d'enfants, mais la façon dont vous allez être le médiateur sur cet album. Voilà. Enfin, pour moi, c'est un point capital. Hein. Je ne sais pas si vous le partagez, mais... Une autre question. Les réponses sont longues. Hein. Alors, les réponses sont longues, mais je pense même encore trop courtes, parce que, par exemple, ça, c'est vraiment un sujet essentiel. Quand on parle du livre et du tout petit, depuis ce matin, la question de la médiation, elle est capitale. Voilà.